Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous avec nous pour cet entretien exclusif consacré à l'orthodoxie financière dans nos différentes communes depuis la naissance de la décentralisation au Bénin. À la lumière des dispositions de l'article 550 du Code de l'administration territoriale, l'obligation est faite aux comptables des communes de produire en fin d'exercice le compte de gestion de leur localité de compétence. La production de ce compte de gestion vise à justifier l'exécution du budget dont le comptable est responsable. Elle vise également à présenter l'évolution des situations patrimoniales et financières de la commune concernée. À travers donc ce document, le comptable rend compte annuellement de sa gestion à la juridiction financière qu'est la Chambre des comptes. Aujourd'hui, les réformes sont passées par là. On parle de la Cour des comptes, mais en dépit de ce dispositif, un triste constat se dégage sur le terrain. Depuis 2003, depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin, donc, plusieurs communes n'ont pas pu déposer, sinon n'ont pas pu produire régulièrement leurs comptes. Sur la période de 2003 à 2015, par exemple, 70 communes sont épinglées comme mauvaises élèves. Elles ont accusé des retards allant jusqu'à 13 ans pour certaines communes. Cette situation a préoccupé l'ONG Alcré et Social Watch qui ont entrepris d'élaborer un plan d'action quinquennal 2016-2021 destiné à rattraper la production de tous les comptes de gestion en retard et attaquer la problématique de l'apurement juridictionnel des 10 comptes. Grâce au plaidoyer mis en place et à la mobilisation de plusieurs acteurs tels que le programme Participe au niveau de Pays-Bas, la coopération suisse, le Trésor public et le PDDC-GIZ, les données vont quelque peu changer, les habitudes et les pratiques aussi. Justement, les actions menées, les changements opérés, les résultats obtenus, la politique mise en place pour redresser la pente, de même que les perspectives et autres actions faisables dans le futur. C'est ça qui justifie la tenue de cette émission. Et pour en parler, je me fais épauler par deux acteurs qui en savent un peu plus sur le programme Participe ODEL, ses retombées et sa contribution à l'amélioration de l'accès des citoyens à l'information sur les finances locales. D'abord, M. Gervais Loco, chargé de programme au niveau de l'ONG Alcré. M. Gervais Loco, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Et puis en face de vous, nous avons monsieur Jean-Claude Togbe, qui est chef service secteur parapublic à la direction de la production des comptes publics. Il est en service à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Monsieur Jean-Claude Togbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, merci de vous être montré disponible pour nous apporter l'éclairage nécessaire dans cette émission. Ma première question va s'adresser à vous, monsieur Loco. On entend parler d'un programme Participe ODEL, n'est-ce pas, qui a fait, dois-je dire, des merveilles dans nos localités, dans nos communes et au niveau des collectivités locales. De quoi s'agit-il exactement? C'est quoi Participe ODEL? C'est un programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local. C'est un programme qui fait suite à deux phases précédentes. Les deux premières phrases précédentes ont porté sur la promotion de la démocratie participative. Vous savez que la décentralisation, l'un des enjeux majeurs, c'est l'exercice de la démocratie à la base. Donc, de 2012 à 2020, on s'est attelé à travailler sur un certain nombre d'outils pour promouvoir la démocratie participative, la participation des citoyens au processus de prise de décision, les questions de redevabilité, les questions de transparence. Donc nous avons travaillé sur ça et pour cette fois-ci, à partir de 2021, nous avons décidé de nous attaquer au deuxième enjeu de la décentralisation qui est la promotion du développement local. Avec un accent particulier sur la dimension économique. Parce que depuis le début de la décentralisation, on a vu avec les communes que leur perspective en matière de développement, c'est juste la construction d'infrastructures socio-communautaires, en matière d'eau, en matière d'assainissement, en matière d'école, de santé. Et la dimension économique est souvent occultée. Or, on dit qu'il n'y a pas de développement sans croissance économique. Donc cette fois-ci, nous avons mis l'accent sur la dimension économique pour que les communes fassent, à travers des outils bien précis, la promotion de l'économie locale. C'est un programme qui
est mise en œuvre dans 29 communes, dont 5 communes qui vont expérimenter précisément les outils de développement économique local, tels que le répertoire des opérateurs économiques, le répertoire des potentialités économiques locales, etc. Donc c'est un programme mis en œuvre par un consortium de 3 organisations. Il y a l'ONG Alcrer, il y a le réseau Social Watch Bénin et VNG. VNG, c'est une agence internationale de l'association des communes des Pays-Bas, un peu comme l'ANCB au Bénin. C'est l'équivalent donc de l'ANCB aux Pays-Bas. Donc ces 3 organisations se sont mises ensemble pour travailler cette thématique du développement économique local avec, disons, le soutien technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, avec des contributions de la coopération suisse et de la GIZ. D'accord. Alors quand on mise en termes d'économie et des finances, il faut de la traçabilité, il faut rendre compte. Vous soulignez l'aspect redevabilité financière des communes. Quel est le problème qui s'est posé pour que vous en arrivez là? Oui, vous avez rappelé ce problème-là tout à l'heure. En 2016, on a fait un diagnostic avec la plupart des acteurs de la chaîne de dépenses au niveau des collectivités locales. Et ce diagnostic nous a permis de constater que sur la période de 2003 à 2015, beaucoup de communes n'ont pas produit régulièrement les documents de reddition du compte. Comme vous l'avez dit, l'article 550, aujourd'hui, avant c'était d'autres dispositions, puisque nous avons un nouveau code de l'administration territoriale, donc la disposition a changé. Selon les tests donc, de la décentralisation, ceux qui gèrent les ressources publiques doivent rendre compte à travers ce nombre de documents de reddition de compte. Nous avons le compte administratif pour les ordonnateurs et le compte de gestion pour les comptables publics. Et nous avons constaté à travers ce diagnostic que d'une année à l'autre, les communes ne produisent pas régulièrement leurs comptes de gestion. C'est vraiment un constat d'une certaine ampleur, puisque 70 des 77 communes étaient concernées. Donc seulement 7 communes vraiment faisaient le jeu, respectaient les tests dans cette matière-là. On a été un peu scandalisés, nous qui travaillons sur les questions de redevabilité, on a été scandalisés par cela et nous avons soulevé le problème au niveau national pour dire il faut qu'on trouve une solution à ça, parce que la non-production de comptes de gestion, c'est une entorse à l'obligation reditionnelle qui pèse sur les gestionnaires publics. Et c'est à ça que nous nous sommes attelés depuis 2017 au moins. D'accord. On va se tourner vers vous, monsieur Jean-Claude Togbé. Il y a eu un véritable problème qui se posait quand on suit monsieur Gervais Loko, n'est-ce pas? Au niveau des communes, elles ont sans doute, ces communes, rencontré des difficultés. Quel est le problème qui s'est posé exactement en termes de redevabilité concrètement pour vous qui êtes des trésors publics et qui ne laissez pas passer, comme on dit, un franc? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité qui nous est donnée pour que l'on puisse parler un peu de cette question de reddition de comptes. Oui, c'est vrai. En 2016, comme l'a dit M. Loko, un diagnostic est fait et a montré que les collectivités territoriales, 70, n'étaient pas à jour dans l'obligation de reddition de comptes. Mais il faut reconnaître que cette préoccupation qui tenait vraiment à la société civile avait déjà pris comme une première fois en 2006-2007. Juste à l'avènement de la décentralisation, où le premier constat qui était fait, il n'y avait pas un outil qui allait permettre aux acteurs de produire véritablement leurs comptes. Cet outil a été rendu disponible au cours de 2007 et de 2008 et a même fait l'objet d'une vulgarisation. Mais grande a été notre surprise également de constater que malgré l'existence de cet outil, les acteurs n'arrivaient toujours pas à rendre compte comme cela se doit, comme cela est dit dans les tests. Il faut reconnaître que ce n'est pas uniquement dans les tests qui régissent la décentralisation, cela part même de notre constitution que tout agent public qui normalement a la charge de conduire ou d'utiliser des données publiques doit pouvoir rendre compte. Donc en 2016, avec toujours la société civile, nous avons fait encore un autre travail. Et on s'est rendu compte qu'à ce moment, qu'en dehors de cet outil qui était produit, il n'y a que les acteurs n'avaient pas véritablement le moyen de connaître quelles sont les pièces qui devraient constituer leur compte à temps au niveau de la gestion financière. Et nous y avons travaillé véritablement pour voir ce qu'il faut faire à l'avenir. Donc, c'est des éléments comme ça qui ont été dénombrés et il faut reconnaître que à l'étape où, en 2016, où on faisait le diagnostic, nous en étions avec 461 comptes de gestion non produits sur les 70 qui étaient
toujours à la traîne. D'accord. Donc il y a eu intervention de la société civile pour tenter de corriger les choses à un moment donné. Quelle a été, je dirais, l'approche qui a été définie concrètement? Bien quand le diagnostic était posé et les questions étaient soulevées, portées à la connaissance des autorités, surtout au niveau du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, très tôt, avec la société civile, on a dit qu'il faut définir un plan d'action pour qu'on puisse corriger, inverser rapidement la tendance. Parce que la non-production retarde également aussi la progression dans la production des années à suivre. Donc du coup, le plan étant établi entre 2018 et 2021, on s'était dit qu'on allait rattraper l'ensemble des comptes. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à le faire. Et à ce niveau, il est mis en place des équipes qui devaient se rendre, qui sont rendues dans les communes pour pouvoir rattraper, appuyer les comptables ou appuyer les ordonnateurs des communes qui étaient encore à la traîne pour que l'on puisse produire ces comptes à leur niveau et clôturer complètement ce retard qui se retrouve à naissance. D'accord. Vous, société civile, quelle action avez-vous posée concrètement? On est curieux. Nous, on a fait du plaidoyer pour faire connaître le problème. Parce que le problème, avant 2016, n'était pas connu du grand public. Donc nous avons posé le problème, on a fait des actions de plaidoyer pour que tout le monde soit au courant. Ensuite, nous avons mobilisé les patrons techniques et financiers. Tout à l'heure, M. Togui a parlé des équipes à déployer sur le terrain pour que les retards constatés soient corrigés. Et ces équipes, ce n'est pas leur salaire, ce n'est pas leurs honoraires, mais il fallait prendre en charge quand même leur séjour dans les communes pour rechercher un peu les pièces qui sont à droite et à gauche. Donc ce travail de mobilisation des ressources des partenaires pour que, disons, les équipes soient prises en charge, nous avons fait ce travail, nous avons mobilisé l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, nous avons mobilisé la coopération suisse, la GIZ, le Trésor lui aussi, non seulement a déployé des équipes, donc du personnel, mais aussi des moyens financiers, des moyens matériels pour que le rattrapage de ces comptes soit fait dans de bonnes conditions. D'accord. Donc, en résumé, vous avez essayé de redresser la pente en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que sur cette période de 2003 à 2015, la solution a été trouvée, qu'il y a eu de discipline et que nos communes sont devenues bonnes élèves durant cette période? Oui, sur le plan de rattrapage, nous avons réussi à produire ces comptes et ces comptes sont désormais en attente de connaître leur sort au niveau de la juridiction financière. Donc on peut dire que les collectivités territoriales sur ces périodes ont travaillé et puis nous avons rattrapé sur 2003-2015. D'accord. L'année 2016 devient une autre année de référence. Quelles ont été les dispositions qui ont été prises dans ce sens? Les actions posées concrètement à partir de 2016, c'était quoi? À partir de 2016, un dispositif de sanctions a été mis en place. Et quand on dit dispositif de sanctions, il ne faut pas automatiquement faire référence aux sanctions négatives, tant pour les sanctions positives que pour les sanctions négatives. Et à ce niveau, nous avions véritablement encouragé les trésoriers communaux qui s'attardent ou qui se donnent désormais à la tâche par rapport à la position des comptes. Et les autres qui ne sont pas toujours au rendez-vous, certains peut-être au regard de l'effet ou de ce qui serait créé comme incidence, ceux-là ont peut-être connu une mutation de leur poste, juste pour qu'on puisse avoir des acteurs sains qui puissent accompagner le dispositif. D'accord. Monsieur Gervais, locaux, régime de sanctions, n'est-ce pas, pour tenter de discipliner la troupe. Quel est le degré de satisfaction de la société civile dans ce sens? Parce qu'on a travaillé à régler les questions de retard. Oui, nous sommes très satisfaits de l'engagement du Trésor. D'abord, à un premier niveau. Le premier niveau, c'est son engagement, son sens d'écoute et d'ouverture pour régler la question des retards. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi laisser tant d'années sans produire des comptes de gestion? Et lorsqu'on a posé le problème au niveau du Trésor, il y a une disponibilité vraiment à travailler avec nous sans aucun problème. Donc on remercie vraiment le Trésor pour cet engagement à ce que la question du retard soit définitivement réglée, en tout cas plus ou moins. Et puis les dispositions qui sont prises depuis 2016, en tout cas on sent que c'est efficace, puisque depuis 2016 on ne constate plus de retard. En tout cas pour l'instant on a
pas noté de retard dans la production des comptes de gestion. Donc ces dispositions sont donc efficaces et nous remercions vraiment le Trésor pour cet engagement sur cette question-là. Justement, on va s'orienter vers le Trésor. Vous, à votre niveau, comment vous appréciez cet appui, dois-je dire, de la société civile dans la résolution de ce problème de retard dans la production également des comptes de gestion? C'est le moment de reconnaître véritablement les actions qui ont été posées par la société civile. Et je crois que le fait qu'elle ait attiré notre attention sur une situation qui en réalité n'est pas une faculté, parce que la production, la réduction de comptes n'est pas une question, n'est pas une faculté, c'est plutôt une obligation légale pour les collectivités territoriales, est quand même très bien appréciée. Et son appui, parce que dénoncer c'est une chose, mais après ça, il faut appuyer pédagogiquement pour que les structures qui ont en charge la conduite de la réduction de comptes soient véritablement au rendez-vous. Donc là, effectivement, nous voulons vraiment remercier la société civile à travers le participe d'elle qui vraiment est resté à nos côtés pour nous accompagner dans ce processus. Alors pour un nouveau départ, un manuel de procédure a été, je dirais, élaboré à l'usage des ordonnateurs et des trésoriers communaux pour aider ces acteurs à produire convenablement les documents de reddition de comptes. Quelles sont les innovations qu'apporte le document, ce manuel exactement? Merci. Avant de parler du document, permettez-moi encore de remercier toujours la société civile, puisque depuis que nous avons pris langue en 2016 autour de cette problématique, elle est toujours à nos côtés. Et c'est ça qui a conduit la société civile à pouvoir mobiliser le partenaire GIZ à travers le projet de réforme, à nous aider à pouvoir élaborer ce manuel. Il y avait un manuel par le passé. Donc, il faut dire que c'est une relecture du manuel qui est intervenue. Et dans cette relecture, nous avons fait une grande innovation, un grand pas qui est quoi? En temps, il y avait deux manuels séparés, un pour l'ordonnateur et un pour le comptable. Alors, la première innovation, c'est d'abord de mettre tous ces deux manuels-là en un. Donc, on a un manuel désormais qui parle à la fois à l'ordonnateur, mais qui parle également aussi au comptable. Et de là également, il y a les receveurs des impôts qui sont aussi des acteurs importants dans la production du compte de compte de gestion, dans le processus de reddition de comptes. Et ces receveurs des impôts également, il y a trouvé aussi leur part dans ce manuel. Les manuels qui existaient par le passé n'avaient pas dit concrètement ce que l'autorité de tutelle, parce que tout ce dont on parle doit être connu aussi de l'autorité de tutelle et qui doit aussi, surtout sur le compte administratif, exercer son pouvoir de contrôle de légalité. Il est dit également dans ce manuel quels sont les aspects sur lesquels l'autorité de tutelle doit travailler en matière de contrôle de légalité de ces documents qui lui sont soumis pour approbation. Donc au moins, on pourrait dire que les acteurs sont fixés, chacun en ce qui les concerne et ce qu'il doit pouvoir faire pour que la reddition des comptes soit une effectivité au niveau de nos collectivités territoriales. D'accord. Monsieur Gervais Loko, peut-on dire que les acteurs communaux se sont appropriés ce manuel, le manuel dont parlait tout à l'heure? Oui, nous avons travaillé à ce qu'il y ait une appropriation, mais avant, il faut dire que la société civile a été partie prenante de l'élaboration de ce manuel. On a été présents tout au long du processus d'élaboration et nous avons vraiment apprécié la qualité du document qui est normalement un document destiné aux techniciens, mais nous pouvons aussi, tout citoyen peut lire ce document sans aucun problème. On a même tiré des éléments de ce document pour élaborer un outil de veille citoyenne sur les comptes publics au niveau communal. Par exemple, il y a des délais qui sont bien fixés dans ce manuel que les acteurs au niveau local doivent respecter. Donc nous avons développé un outil pour veiller à ce que ces dates soient respectées. Parce qu'on est parti un peu de loin avec la question de retard. Pour qu'on ne note plus des retards prochainement, nous avons créé un outil pour qu'il y ait une veille citoyenne sur le respect des délais dans le processus de production de ces comptes. Ensuite, lorsque le document a été validé par l'ensemble des acteurs, nous avons organisé une série de formations pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les trésoriers communaux, les trésoriers départementaux, les cadres techniques des mairies, notamment les secrétaires exécutifs, les responsables administratifs des affaires administratives et financières ont été formés. Même les cadres préfectoraux aussi ont été formés, parce que c'est eux qui sont chargés d'approuver, disons, les documents de compte administratif
des communes. Donc on a fait la formation sur l'ensemble du territoire national. Aucun acteur n'est vraiment épargné. Tout le monde a été formé pour pour savoir ce que contient ce document. Et ce n'est pas la société civile qui a assuré la formation, on n'en a pas les compétences. Nous avons mobilisé les ressources pour ça. On l'a fait en collaboration technique ou sous le contrôle technique de l'école de formation du Trésor. Donc tout ça s'est fait dans de très très bonnes conditions. Et les acteurs aujourd'hui utilisent ce document sans problème. D'accord. Alors on va s'orienter vers ces acteurs parce que quand on suit votre description, on peut conclure que c'est un document pertinent et indispensable donc à la reddition de comptes dans nos communes. Les acteurs, on va les écouter pour voir l'utilité et la nécessité de ce manuel dont nous parlons. On suit le visuel et on revient. La population attend un certain nombre d'obligations que l'ordonnateur, c'est-à-dire en temps c'était le maire qui était l'ordonnateur du budget de la commune, mais actuellement c'est le secrétaire exécutif. Et donc le secrétaire exécutif doit pouvoir rendre compte de sa gestion à la population par rapport aux ressources qu'il a reçues et par rapport aux dépenses liées à ces différentes ressources. Donc c'est ces différents éléments-là que lui, en tant qu'ordonnateur, doit pouvoir inscrire au niveau de son compte administratif. Le comptable élabore le compte de gestion. Et donc, les ressources mises à sa disposition sont affectées à des dépenses données. Lui doit pouvoir le dire. Mais le comptable ne peut pas se lever pour commencer par exécuter des dépenses s'il n'a pas reçu l'ordre de l'ordonnateur. Vous voyez? Et donc, ces différentes personnes sont liées. Il y a quelqu'un qui est comptable, mais qui reçoit l'ordre de quelqu'un avant d'exécuter les dépenses. Les différents éléments inscrits dans le budget sont déjà exprimés par les différents acteurs de la chaîne, c'est-à-dire les impôts, qui doivent projeter, vous voyez, qui doivent projeter les types de ressources. C'est ça ce que nous appelons les recettes fiscales. Et à côté de ça, il y a également les recettes non fiscales qui sont exprimées par le trésorier communal, parce que c'est lui qui a en charge cette assiette-là. Donc c'est lui qui doit définir les types de recettes non fiscales qu'on doit pouvoir recouvrer dans la commune. Les recettes fiscales, ça là, c'est pour les impôts. Vous voyez? Donc tous ces éléments-là, l'un mis dans l'autre, constituent ou bien participent à l'élaboration du budget. Une fois que le budget est élaboré, il doit être exécuté, il doit être mis en application, mis en exécution bien sûr. Vous voyez? Et quand le budget a été exécuté, à la fin de l'exercice, le comptable qui a en charge la mise en exécution de ce budget doit pouvoir présenter son compte. C'est ça ce que nous appelons le compte de gestion. Désormais, les comptes administratifs ne pourront plus être bloqués au niveau des conseils communaux pour faute de validation ou bien faute, je dirais, d'adoption par les conseillers communaux. De par le passé, du fait que le compte administratif qui est produit au niveau de la commune doit être approuvé, doit être adopté par le conseil communal. Il y a dans certains conseils communaux des blocages qui font qu'il y a certaines communes aujourd'hui qui n'ont pas de compte administratif pour les années antérieures. Donc, à travers ce manuel de procédure, à travers ce nouveau acte, je dirais que c'est du passé parce que ces comptes seront désormais disponibles puisque aujourd'hui, ce n'est plus le maire qui est l'ordonnateur du budget. C'est un technicien, le secrétaire exécutif, qui est l'ordonnateur du budget, donc l'ordonnateur des recettes et l'ordonnateur des dépenses. Il revient à ce secrétaire exécutif d'élaborer le compte administratif. Au moment opportun, une fois que ce compte est élaboré, même s'il n'est pas validé, ce compte peut être transmis à la Cour régionale des comptes qui, après avoir pourquoi ça n'a pas été validé par tel ou tel organe politique. Donc je voudrais dire que c'est une avancée déjà que nous ayons ce manuel de procédure.
Et à travers ce manuel de procédure, les rôles de chaque acteur sont bien précisés. Les rôles de la commune, donc des organes politiques de la commune, donc le conseil communal, le conseil de supervision, les rôles des organes techniques, le secrétariat, le secrétaire exécutif, le rôle également du trésorier communal. Et ce qui est encore du nouveau, c'est le rôle des receveurs des impôts dans l'élaboration de ce document de réduction des comptes, qui est le compte administratif et le compte de gestion. Allez, on vient de faire ainsi une immersion dans le département du Borgou. On a pu écouter, je dois dire, le responsable du trésor au niveau départemental, de même que le maire de Bané-Kwara. Tous deux se sont exprimés, dois-je dire, dans le sens de l'enthousiasme en ce qui concerne donc ce manuel de procédure, s'il faut désigner les choses ainsi. Mais on sait que la production des comptes de gestion des communes n'est qu'un aspect de la problématique de la redevabilité financière des communes. Après les comptes produits, il faut qu'ils soient apurés par le juge financier. Monsieur Loko, on est curieux de savoir, à l'heure où nous parlons, quel est l'état des lieux de cette fonction de la haute juridiction financière. Oui, c'est à l'image de la production des comptes de gestion. Il y a des retards. Il y a des retards aussi au niveau, disons, de la fonction, de l'exercice de la fonction par la haute juridiction financière concernant l'appurement de ces comptes. Nous avons fait une étude en 2022 qui a montré que la haute juridiction est très en retard dans la prise en charge de ces comptes qui sont produits. D'accord. Nous avons des chiffres entre 2003 et 2021. Normalement, si tout se passait bien, la Cour, la juridiction qui est aujourd'hui la Cour, devait avoir apuré 1463 comptes. D'accord. Mais à fin 2022, nous avons trouvé que c'était juste 74 comptes qui ont été vraiment apurés par la haute juridiction. Ça fait à peine 5% de ce qui reste à faire. On a été aussi scandalisé par ça. Il paraît que c'est des questions de manque de moyens humains, moyens financiers, moyens matériels, qui ne permettaient pas à l'ex-chambre des comptes de faire le travail année par année. Il y a d'autres raisons aussi qui ont poussé le retard dans la production a affecté négativement la régularité dans l'appurement des comptes de gestion. Donc l'état des lieux de l'exercice de la fonction de la haute juridiction nous montre que c'est très mitigé, puisque les comptes ne sont pas régulièrement apurés. Donc ce n'est pas seulement un problème de production, même si les comptes sont produits, leur appurement, ça pose des problèmes parce que la haute juridiction est handicapée par le manque de moyens humains, matériels et financiers. D'accord. Alors, Monsieur Togbe, on sait que le Trésor public est membre du comité, n'est-ce pas, qui travaille dans ce sens. Dites-nous, selon votre appréciation, qu'est-ce que cela a apporté concrètement? Je crois que le comité dans lequel le Trésor a siégé est mis en place par la société civile et qui a souhaité notre accompagnement. Il y a aussi la Cour des comptes qui est représentée dans ce comité. Et le diagnostic est évidemment posé et on sait là où se trouvent les différents problèmes. Et je crois que on a déjà comment pas trouver de solution à ces préoccupations. Le fait de diriger déjà la Chambre des comptes en une Cour des comptes, c'est déjà un premier pas. D'accord. C'est une avancée par rapport à cette préoccupation. Et les autres avancées souhaitées, je crois que la société civile en a même pris comme des éléments de plaidoyer pour pouvoir aller. Et le premier élément phare qu'il faut voir, c'est comment faire pour que les cours régionales des comptes soient opérationnalisés. Parce que leur opération aussi pourrait aussi renforcer les ressources humaines au niveau de la Cour des comptes aussi. D'accord. Alors, face à ce problème, participe Odel a mis en place un comité multi-acteurs pour faire face à dois-je dire, des propositions au pouvoir public, un peu comme l'a souligné Monsieur Togbe. Pouvez-vous nous faire part de l'essentiel des propositions qui ont été faites par le comité en question? Oui, c'est un comité où siègent des acteurs étatiques comme des acteurs non étatiques. Nous avons mis en place ce comité d'abord pour approfondir encore le diagnostic suite à l'étude que nous avons faite qui a trouvé que le bilan en matière d'appurement des comptes de gestion est très mitigé.
Donc on a approfondi le diagnostic et on a trouvé que on a esquissé quelques solutions, quelques pistes de solutions. Un peu comme M. Togbe l'a rappelé tout à l'heure, l'une des solutions c'est l'opérationnalisation des cours régionales de comptes. On dit opérationnalisation parce que ces cours ont déjà été créés par la Constitution de 2019. Donc ces cours ont déjà été créés. Donc il faut qu'on prenne les tests pour les opérationnaliser afin qu'elles soient effectivement installées et mises dans leur rôle. Ça va permettre, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de 1463 comptes, c'est énorme pour une institution. Alors si nous avons des cours régionales, ça veut dire que les efforts sont seront un peu, en tout cas, diminués pour chacune de ces cours. Donc, il faut vraiment que ces cours soient opérationnalisés. Il y a aussi un autre mécanisme qui a été prévu dans la loi organique de la Cour des comptes, à l'article 9, c'est le mécanisme d'appurement administratif. Parce que on a parlé de 1463 comptes qui sont sur les bras, il faut qu'on gère ce stock. Est-ce que l'institution, la juridiction seule peut faire ce travail aujourd'hui? Donc il y a un mécanisme qui est imaginé, peut-être M. Togbe va y revenir, qui est imaginé pour que le travail de l'appurement puisse être fait aussi bien par la Cour que par une structure administrative pour aider vraiment à ce que ce dossier soit définitivement réglé. Nous avons insisté aussi sur la publication des rapports publics de la Cour, selon la loi, l'article 8 de la loi organique de la Cour des comptes. La Cour des comptes doit nous rendre compte de l'utilisation des ressources publiques, non seulement par l'État, mais par les collectivités territoriales aussi. Mais depuis plusieurs années, la Cour ne publie pas ce rapport et nous avons profité de ce travail dans le comité pour que ce rapport puisse être publié parce qu'il doit comporter, disons, les éléments pour apprécier comment l'État et les collectivités territoriales utilisent l'argent public. D'accord. Alors, M. Gervais Loko évoquait un mécanisme d'appurement pour vous qui êtes, doit dire, spécialiste et impliqué dedans au niveau du Trésor. C'est quoi le mécanisme là en question? Le mécanisme de l'appurement administratif. D'accord. Et ça se fait comment exactement? C'est juste un mécanisme qui permet de soulager un peu la Cour sur un certain nombre de préoccupations. Et généralement, dans des pays comme la France, et les collectivités d'une taille donnée, leurs comptes ne sont pas directement communiqués à la Cour des comptes. Leurs comptes sont communiqués à l'administration du Trésor, à qui la Cour a donné onction pour étudier et faire un appurement administratif. Et cela ne veut pas dire que ces comptes ne peuvent pas être jugés par la Cour des comptes, non. Il y a des fois, au regard des informations que le juge financier dispose, il peut aussi faire recours à son droit d'évocation pour rappeler ses comptes et d'y étudier. C'est aussi un moyen de vouloir vraiment sur le plan d'appurement, d'évoluer et de ne pas bloquer les acteurs qui ont eu à gérer, à attendre longtemps le jugement d'un compte pour se dire qu'ils ont maintenant le quitus puisque la gestion a été finalement jugée. Donc c'est juste un mécanisme qui permet à la Cour de donner une parcelle de son pouvoir à une administration pour pouvoir conduire ce processus. D'accord. Monsieur Gervais Loko, tout à l'heure dans votre développement, vous avez énuméré un certain nombre, dois-je dire, d'actions menées, de dispositions prises, des propositions faites. Quelles sont selon vous, sinon quel est le sort réservé à ces propositions? Est-ce que vous pensez qu'elles sont rangées dans les tiroirs? Non, pas du tout. D'abord, on a réalisé un document de plaidoyer pour faire connaître ces propositions. C'est ça que vous avez en main? Oui. D'accord. Pour faire connaître ces propositions, pour faire connaître davantage aussi le diagnostic, pour permettre à ce que chaque... le document, vous pouvez le montrer, hein? Je vais nous accompagner. D'accord, oui. allons-y. Pour que chaque autorité puisse prendre conscience de ce qu'il lui a demandé. Tout à l'heure, en faisant l'état des lieux de l'appurement, nous avons trouvé que... sur les 74 arrêts rendus par la haute juridiction, il y a 32 décisions qui ont condamné des gens à plus de 279 millions. Ces 279 millions ne sont pas à ce jour recouvrés pour les communes. Donc, ça permet donc à chaque
Sur ça, nous avons interpellé l'agence judiciaire du Trésor, l'ancienne agence judiciaire du Trésor qui est devenue l'agence judiciaire de l'État, pour que ces sous soient recouvrés. Donc on est en discussion avec cette agence pour que l'argent public soit recouvré, retourne aux communes comme cela a été demandé. Nous avons rencontré également la Cour des comptes, on a discuté sur un certain nombre de choses pour permettre à ce que le stock de comptes de gestion puisse être géré correctement. Et vraiment, nous avons constaté de la part de la Cour une disponibilité à nous écouter et à nous associer aussi dans la mise en œuvre, disons, des solutions qui sont envisagées. Par exemple, la Cour a décidé d'élaborer son plan stratégique pour prendre en charge un certain nombre de choses. La Cour nous a rassuré que dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique, certaines actions seront prises en charge, comme par exemple la publication du rapport public annuel, que ça va devenir réalité très très prochainement. Mieux, la Cour nous a rassuré qu'un dispositif de travail avec la société civile sera mis en place. On est même invité très très bientôt à venir nous prononcer sur comment nous envisageons ce dispositif d'écoute de la société civile par la Cour. Donc, ce ne sont pas des recommandations rangées dans les tiroirs. Plus que vous avez l'oreille de la Cour. On a l'oreille de la Cour. La Cour se met un peu lentement, mais sûrement en place pour qu'un certain nombre de choses soient corrigées durablement. D'accord. La Cour des comptes, oui, il y a également l'avènement de des cours régionales des comptes. Est-ce que vous pensez que ces cours régionales viendront améliorer la situation actuelle que beaucoup déplorent? Oui, ça viendra corriger. Vous le savez très bien, les principes phares de l'administration, c'est qu'il faut rapprocher l'administration de l'administré. Oui. Et je crois qu'au niveau des juridictions aussi, c'est qu'il faut rapprocher aussi les juridictions auprès des justiciables également. Donc, ce rapprochement de ces cours va limiter considérablement le nombre important de comptes à convoyer vers la Cour des comptes. Et si on arrive à cartographier le pays normalement, une cour ne se penchera que sur les comptes qui se retrouvent de sa juridiction. Et là également, on pourrait vraiment constater des avancées en matière de production de comptes et de réédition. D'accord. On a longuement parlé de cette préoccupation qui est celle de beaucoup, l'apurement administratif. Dites-nous, c'est quoi un apurement administratif? La répétition pédagogique, disons. Que retenir très concrètement et en des termes cette fois-ci plus simples? Merci beaucoup. L'apurement administratif, c'est le fait que une personne qui n'est pas un juge financier, mais à qui le juge a donné prérogative de conduire un apurement pour son compte. Et puisque ce n'est pas le juge des comptes qui a conduit le processus d'apurement, c'est pour ça qu'on parle de l'apurement administratif. Si c'était le juge lui-même, nous allons parler plutôt d'un apurement juridictionnel qui est réalisé. Et en le faisant, c'est que on permet à la Cour d'être un peu limité à des comptes donnés, mais de permettre à un autre acteur de faire quelque chose pour son compte. Mais elle a tout le pouvoir, à un moment donné, de rappeler ce que ce dernier lui a fait et lui demander quel est l'état de ce que vous avez fait. Ou au regard de certaines informations, la Cour peut réclamer ces comptes-là et de les juger concrètement à son niveau. C'est ce que nous appelons le droit d'évocation. D'accord. Alors, Monsieur Loko, on est avec vous. Participe ODEL a introduit une innovation en appuyant les communes à réaliser les versions citoyennes de leur budget. Quels sont les changements majeurs que cet outil a produit dans la gouvernance locale? Avant d'aller vers les changements, je voudrais dire que les versions citoyennes du budget, relève d'une exigence légale. D'accord. Nous avons le code de transparence dans la gestion des finances publiques qui dit que la publication d'informations sur les finances publiques constitue une obligation pour les gestionnaires publics. À l'article 49 de ce code de transparence, il est dit que chaque administration doit produire une version synthétique de son budget. Donc, ce que nous faisons, Sénégal, ne relève pas du caprice de la société civile, mais bien d'une exigence des textes que nous avons voulu mettre en œuvre, aussi en regardant l'État central. L'État central, depuis 2014,
élabore une version citoyenne de son budget, le budget général de l'État. Donc nous avons dit la transparence budgétaire qui est au niveau national, ce serait bien aussi que les communes soient dans cet exercice. C'est pour ça que nous avons décidé donc de faire les versions citoyennes du budget. Et ça aussi c'est une démarche logique puisque les ressources des budgets proviennent également des citoyens. Selon des chiffres, je parle sous le contrôle du Trésor, 66% des ressources propres des communes en 2003 viennent directement des impôts des citoyens. Donc les populations sont les propriétaires de ces ressources. Donc si on veut affecter ces ressources, c'est normal qu'on puisse leur dire aussi comment ces ressources sont affectées. Donc c'est au vu de tout ça que nous avons décidé donc de réaliser dans les communes des versions citoyennes du budget qui ont permis donc aux populations, pour une première fois, d'avoir des informations très précises sur le contenu des budgets. De quoi il s'agit? C'est de dire le montant du budget de l'année, de dire aussi par rapport à l'année passée, est-ce que ça a régressé ou bien ça a évolué, et de mettre l'accent sur un certain nombre de secteurs qui intéressent les populations, notamment les investissements publics, en matière d'eau, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'assainissement, concernant les équipements marchands, par exemple, qui concernent les femmes. Donc vous visez par là l'objectif d'adapter, je dirais, les investissements aux besoins des populations. Aux besoins des populations, surtout de leur dire, voici ce que la commune a prévu cette année pour ce secteur-là. D'accord. Donc, nous avons fait cet exercice, beaucoup de gens ont apprécié. Ce que nous avons été surpris que ce soit les élus eux-mêmes qui aient accueilli à bras ouverts vraiment cet outil. Oui. Généralement, lorsque la société civile vient avec un outil, c'est avec un peu de réserve. Mais cette fois-ci, c'est vraiment à bras ouverts. C'est le gendarme qui est de passage. Voilà. Donc, c'est vraiment à bras ouverts parce que ça leur permet aussi de comprendre ce nombre de choses. Je vais vous dire une anecdote qu'on a eue dans une commune. Lorsqu'on présentait les différents investissements phares de la commune avec les pourcentages du budget affecté, il y a une élue qui s'est levée et a dit mais nous on est une commune touristique, pourquoi Alcré se permet de ne pas mettre le tourisme dans ces investissements publics, pourquoi vous affichez 0% au tourisme alors qu'on est une commune touristique. Et on a dit non, c'est ce que vous avez voté là, c'est ce qu'on est en train de montrer. Elle était très étonnée. Et c'est là, on a pris la décision, certains élus de cette commune ont dit, c'est vraiment un outil important, il faut que cet outil nous soit présenté même avant qu'on ne vote le budget. Pour savoir que, combien de pourcentage on a consacré au secteur de l'eau, combien de pourcentage on a consacré aux équipements marchands, etc. Donc c'est vraiment un outil qui aide aussi les élus à pouvoir faire les affectations les plus pertinentes possibles concernant une enveloppe budgétaire. D'accord. Alors, M. Togbé, avant, je dirais, cette anecdote de M. Gervais Locaux, il a évoqué les versions citoyennes du budget qui constituent des innovations. Quelle est, votre appréciation, je dirais, de cette nouvelle pratique introduite? Merci. Je vais me rendre du côté du citoyen pour parler. D'accord. Allons-y. Je crois qu'en tant que citoyen, c'est quand même une belle initiative de pouvoir rendre un budget de collectivité territoriale en une version citoyenne. Puisque le budget, le processus de son élaboration, le contenu tel que la loi l'a défini est purement technique. Et il faut que des initiés pour mieux comprendre. Dire à quelqu'un que vous avez prévu lui construire des salles de classe, s'il prend le budget que vous ne lui dites pas que c'est à tel endroit, il ne pourrait pas se retrouver dans ce budget. Alors, l'idée de voir des budgets communaux en version citoyenne, c'est également déjà un moyen de dire aux citoyens, voilà ce que nous voulions faire, et de lui permettre de connaître aisément, sans pouvoir forcément faire recours aux documents techniques et d'apprécier ce qui est contenu dans ce budget. Et il doit pouvoir également être aisé à présenter son budget. Le budget n'est pas uniquement la chose des élus, c'est également aussi la chose des citoyens. Donc, un citoyen, le citoyen de la ville de Cotonou, doit être en mesure de dire, voilà ce que nous avions dans notre budget, et ça lui serait très facile de pouvoir payer librement ses impôts parce qu'il pourra reconnaître à travers ce budget que voilà ce que la ville
promet, voilà ce que la ville envisage faire pour nous. Donc, c'est aussi un outil de communication entre le citoyen et les élus, et également aussi les gouvernants à qui on a confié la gestion des deniers publics au niveau de la collectivité territoriale. Alors, on comprend donc que grâce aux versions citoyennes du budget et du compte administratif, les populations ont désormais un meilleur accès à l'information financière dans les communes, mais en dehors des séances de vulgarisation organisées, Monsieur Loko, comment assurez-vous la veille citoyenne de ces informations? Un peu pour vous dire d'abord, disons, l'engouement que cette initiative a suscité au sein des communes. Nous avions prévu 39 communes, nous voulons implémter l'action dans 39 communes, mais à l'arrivée, c'est 46 communes qui ont bénéficié donc de cet outil. Quand nous disons 46 communes, c'est ce que notre enveloppe a pu faire. Sinon, il y a beaucoup de communes qui souhaitent faire les versions citoyennes du budget et du compte administratif. Donc, dans le cadre des versions citoyennes des comptes administratifs, on a ciblé un certain nombre d'indicateurs, comme par exemple le taux d'exécution du budget, le taux de mobilisation des ressources, sur lesquels la société civile fait de la veille citoyenne. Lorsque, vous savez très bien, l'information qui circule actuellement, c'est que le taux d'exécution des budgets dans les communes est très bas. Donc c'est une occasion pour nous de demander des comptes aux élus, au cadre de l'administration territoriale. Qu'est-ce qui explique cela? Donc un outil a été réalisé pour permettre aux citoyens de demander des comptes sur les comptes performances de l'administration communale en matière d'exécution du budget, en matière de mobilisation des ressources propres, en matière d'investissement public sur un certain nombre de besoins des populations. Donc cet outil existe, on appelle ça le guide citoyen concernant la veille citoyenne sur les comptes publics communaux, aussi bien le compte administratif que le compte de gestion. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement dans le suivi des marchés publics? Parce qu'on sait que c'est un aspect non négligeable de l'intervention de participants au DEL. Oui, c'est les marchés publics, ça concentre énormément de ressources publiques. Et nous avons décidé de travailler dans ce domaine il y a très longtemps. Mais nous rencontrons beaucoup de difficultés à être acceptés dans le processus. Vous savez, les marchés publics, c'est trois grandes choses, c'est la passation, c'est le contrôle et la régulation. Avec les plaidoyers que nous avons menés, aujourd'hui, on peut dire depuis quelques années qu'on est partie prenante de la régulation, puisque nous sommes membres de l'autorité de régulation des marchés publics, à titre égal que l'administration publique et le secteur privé. Mais dans les autres grandes dimensions, la passation et le contrôle, nous sommes totalement absents. Et nous avons travaillé depuis quelques années à ce que nous puissions être présents aussi dans ce processus. Ça n'a pas été facile parce que nous réclamions être physiquement présents dans le processus de passation. Certaines autorités étaient ouvertes par rapport à ça, d'autres l'ont refusé catégoriquement parce que ce n'est pas prévu par les tests. Mais aujourd'hui, nous avons pu construire avec les autorités, disons, un outil pour que nous puissions faire la veille tout en n'étant pas présents physiquement dans le processus. Nous faisons, disons, la veille sur la base des informations qui sont disponibles. Parce que depuis la réforme du Code des marchés publics depuis 2020, la plupart des documents liés à la passation des marchés publics sont des documents accessibles. Les PV d'attribution, les avis d'attribution, tout ça sont des documents qui sont accessibles au public. Donc nous avons construit notre mécanisme sur la base de l'accès à l'information pour vérifier un certain nombre de choses. Et ce mécanisme nous permet maintenant d'aller sur le terrain, de voir comment, dans les communes, comment les marchés publics sont attribués. Nous vérifions un certain nombre de choses. Par exemple, le gré à gré est encadré, pas de tests, on ne fait pas du gré à gré n'importe comment. Donc nous veillons à ce que lorsqu'une commune décide de faire du gré à gré, que les conditions fixées par la loi soient respectées. D'accord. De façon ramassée, qu'est-ce que cela a produit comme résultat, ce suivi citoyen des marchés publics? C'est vrai, c'est une dynamique nouvelle, mais ça nous permet de mettre en œuvre un autre outil que nous avons qu'on appelle le contrôle de matérialité des investissements publics. Nous le faisons à travers ce qu'on appelle des visites de chantier. Si nous suivons le projet de passation des marchés publics jusqu'à sa fin, ensuite nous faisons des visites des chantiers pour voir un peu si, première chose, est-ce que
ce qui a été commandé, c'est ce qui est exécuté. Parfois, on voit dans les contrats que pour un bâtiment, par exemple, on a demandé des baies vitrées, mais sur le terrain, on voit que c'est des fenêtres en bois. D'accord. Voilà, donc nous dénonçons ça. Nous constatons que, par exemple, pour des fondations, on met en terre des briques de 10. Oui. Ça, on a déjà vu dans les communes qu'on a dénoncé. Et cela a été corrigé. Nous avons vu que pour certains terrassements, les gens n'ont pas mis de fer. Ils ont juste mis du ciment, alors que le contrat prévu... L'action humaine a toujours la peau dure, voilà. De tout. Il faut donc, lorsque nous veillons sur ces choses-là, et lorsque nous constatons, nous dénonçons, et pour la plupart du temps, les cadres communaux sont réceptifs par rapport à nos revendications, et dans la plupart des cas, c'est corrigé. Nous avons fait le suivi ces 3 dernières années sur une centaine de marchés publics dans les communes, et sur une cinquantaine, nous avons interpellé les autorités sur un certain nombre de dysfonctionnements, de malfaçons que nous avons dénoncés et qui ont été corrigés dans la plupart des cas. D'accord. Monsieur Togbe, le temps passe vite. En décembre, sinon au 31 déjà, un participe au DEL va appuyer sur stop. Est-ce que vous pensez que la problématique de la redevabilité financière dans les communes est définitivement réglée? Est-ce que c'est derrière nous vraiment? Non, on ne peut pas dire la question de la redevabilité financière est derrière nous. La question de la redevabilité est permanente. D'accord. Elle reste permanente. Il faut dire que c'est tout un voyage, parce que le contrôle doit être toujours là, la veille doit être toujours là pour que nous ne retombions pas encore dans les anciennes pratiques où on en voit qu'on n'a pas encore accumulé des retards. Or, ce qui rassure la population, c'est le fait de rendre compte. Il faut que la population assure que les gouvernants à qui ils ont confié la gestion de leur cité soient en mesure de rendre compte pour qu'ils soient rassurés, ils soient informés de tout ce qui est fait pour leur compte. Donc, c'est vrai, participe au DEL prendra fin le 31 décembre 2024. Nous croyons fortement que, comme le cas était au niveau de participe en son temps, on aura forcément une deuxième phase. Et même si cette phase ne venait pas, je crois que la société civile reste et demeure toujours en place et elle continuera toujours à être à nos côtés pour qu'on véritablement conjuguer au passé ces éléments. Je voudrais revenir sur quelques aspects que M. Loko vient d'évoquer par rapport au contrôle lié au marché public. Oui. Et je suis très heureux de l'entendre ici et de faire remarquer déjà la collaboration qui est déjà établie entre les structures étatiques et la société civile sur les questions liées au contrôle des marchés publics. Et je crois également aussi qu'il a reconnu le fait que la société civile est présente au niveau de l'autorité de régulation. Et si vous regardez ces dernières années, vous allez constater que l'autorité de régulation est vraiment sollicitée. Il n'y a pas ce mois où vous n'aurez pas une décision de l'autorité de régulation qui doit venir sur temps et temps chaud. Donc, je crois que c'est la présence de la société civile et les dénonciations auxquelles nous faisons aujourd'hui face qui amènent à réguler véritablement dans ce secteur. Et observer une certaine discipline. Voilà, parce qu'il faudrait que nous soyons véritablement dans la bonne gouvernance, ce qui va rassurer tant nos partenaires bilatéraux, également aussi multilatéraux. Voilà ce que je voudrais dire. Alors pour le futur de participer au DEL, parce qu'on a reconnu que d'ici le 31 décembre 2024, le programme va raccrocher en quelque sorte. Sur quoi pourra-t-on encore mettre l'accent pour régler durablement la question de la transparence dans nos communes, Monsieur Loko? Oui, il faut reconnaître que normalement cette phase de participer au DEL, c'est une phase pilote. D'accord. C'est une phase pilote qui n'a concerné que 29 communes. Donc on aimerait que tout ce qu'on a pu avoir comme acquis dans ces 29 communes, qu'on puisse partager avec les autres communes du Bénin. Donc on aimerait bien continuer donc, notre engagement sur un certain nombre de questions, comme par exemple les versions citoyennes, qui constituent une dynamique nouvelle, tout comme le suivi citoyen des marchés publics. Sont des dynamiques nouvelles. On aimerait expérimenter davantage pour voir dans quelle mesure ces dynamiques-là peuvent contribuer à consolider la gouvernance locale, à consolider l'exercice de la démocratie à la base, à consolider la promotion de l'économie au niveau des collectivités territoriales. Souhaitez-vous, sinon espérez-vous une seconde phase de participer au DEL? Oui, très bien. Ce serait la bienvenue. Nous voudrions bien qu'il y ait une nouvelle phase pour pouvoir consolider les acquis. D'accord. Comme on dit, on croise les doigts. Monsieur Togbe, votre mot de conclusion. Merci beaucoup. Je crois que ça a été une belle opportunité pour nous. Et
d'échanger et de mettre les auditeurs également aussi au courant de tout ce qui se réalise à notre niveau. La direction générale du Trésor de la comptabilité publique, que je trouve est vraiment engagée. Je crois que le directeur général, qui a dans son engagement, ne tarde plus désormais à sanctionner, et positivement comme négativement, les acteurs qui ne seront pas au rendez-vous, surtout en matière de production de comptes de gestion. Donc je voudrais vous remercier et vous dire que soyez toujours à notre écoute et que de comprendre que la direction est là dans le cadre de la transparence et nous ne marchandons pas notre effort dans ce sens. D'accord. Monsieur Gervais Loko. Oui, c'est l'occasion pour remercier vraiment les autorités publiques. Bon, on ne le dit pas souvent, la société civile est connue pour dénoncer, pour dire de mauvaises choses, mais il faut aussi remercier ces autorités qui ont eu le sens de l'ouverture par rapport à un certain nombre de préoccupations que nous avons portées à leur connaissance. C'est le pays qui gagne. Aujourd'hui, le Bénin est le premier pays au monde francophone, dans le monde francophone, en matière de transparence budgétaire. Ça, c'est les efforts, les petits efforts que nous faisons au quotidien qui donnent ça. Nous avons aussi des progrès en matière de lutte contre la corruption. Nous avons des progrès en matière de redevabilité. Les indicateurs de Moïse Ibrahim le montrent. Donc, tout ça montre que si nous restons dans le centre de l'effort, nous pouvons faire progresser notre pays et chacun doit jouer sa partition, aussi bien la société civile que les acteurs étatiques. D'accord. Alors, il faut travailler à la réduction de comptes, il faut travailler à la transparence, à la traçabilité, n'est-ce pas, au compte rendu, pour ne pas dire l'obligation de compte rendu à l'endroit des administrés. Donc, observer la discipline et l'orthodoxie financière au niveau de nos communes. Ce serait vraiment tout pour aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire autour, je dirais, de la transparence et de la redevabilité dans les communes, avec cet important, pour ne pas dire ces importants progrès qu'on a notés grâce à Participe Odel, que tout le monde souhaite se renouveler à travers une seconde phase. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on croise les doigts. Allez, merci beaucoup, monsieur Gervais Loko, chargé de programme au niveau de l'ONG Alcré. Merci pour la lumière que vous avez apportée sur cette problématique du jour. À côté de vous, aujourd'hui, on était avec monsieur Jean-Claude Togbe, qui est chef service secteur parapublic à la direction de la production des comptes publics. C'est un service donc à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Merci à vous également d'avoir apporté votre éclairage sur le plateau. Allez, on va prendre le rendez-vous très prochainement. Allez, portez-vous bien.